La situation mondiale actuelle est très alarmante et beaucoup d'observateurs estiment que l'ONU ne sert à rien, qu'elle n'est d'aucune utilité pour résoudre les problèmes du monde, à l'image du général de Gaulle lui-même qui, en 1960, l'avait appelé péjorativement le machin. D'ailleurs, en décembre 2016, le président américain Trump, dans un tweet, a qualifié lui-même l'ONU de simple club où les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps. Mais l'ONU est utile. Par exemple, sur la question des réfugiés, qui sont aujourd'hui près de 70 millions dans le monde, donc le plus grand nombre jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'efforce de les protéger et de leur donner un statut, de les aider à trouver un asile. Et les pays de l'ONU, sauf les États-Unis, ont approuvé en juillet 2018 un pacte mondial sur les migrations, texte relativement progressiste. Pour les réfugiés palestiniens en particulier, l'UNRWA, agence de l'ONU créée en 1949, aide plus de 3 millions de réfugiés palestiniens, notamment avec des écoles et des centres de santé. La décision récente des États-Unis de couper les financements à l'UNRWA ne peut qu'être déplorée. L'ONU, qui en 1948 a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme, veille et alerte l'opinion mondiale sur les manquements aux droits de l'homme dans le monde. Ainsi, en septembre 2018, un rapport de l'ONU a détaillé les crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée birmane contre les Rohingyas, parlant même de génocide des Rohingyas, déportés vers le Bangladesh, et a demandé à ce que l'armée birmane soit exclue de la vie politique. Elle a appelé à l'ouverture d'un examen par la Cour pénale internationale. En Syrie, où la guerre civile a fait plus de 500 000 morts depuis 2011, l'ONU a depuis cette date effectué de l'aide humanitaire, nourriture, soins médicaux. Le plan d'intervention humanitaire de l'ONU en Syrie pour 2018 était de 3,5 milliards de dollars pour aider 13 millions de Syriens. Même si on sait qu'une partie non négligeable de cette aide, de cette somme, n'a pas pu réellement profiter directement aux habitants. L'ONU a, en tout cas, apporté de l'aide aux civils dans des zones difficiles d'accès, à Alep, à la Ghouta orientale et puis ensuite à Idlib. L'ONU a aussi entamé à Genève un processus de négociation en vue de la création d'un comité constitutionnel qui serait chargé de rédiger une nouvelle constitution pour la Syrie. Et l'organisation a aussi mis sur pied, depuis décembre 2016, un mécanisme international impartial et indépendant pour juger les crimes de guerre en Syrie. En Libye, où 7 ans après la chute de Kadhafi, de nombreux groupes djihadistes et des milices armées font encore régner l'insécurité, notamment dans l'est du pays, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, s'efforce d'encourager les progrès de la démocratie et se félicite de la tenue, en septembre 2018, d'élections municipales. Au Yémen, où depuis 2015 le conflit a déjà fait plus de 10 000 morts, plus de 3 millions de déplacés et laisse 8 millions de personnes au bord de la famine, l'ONU alerte, indiquant que cela pourrait être la pire crise humanitaire au monde. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, apporte de la nourriture à 700 000 civils yéménites dans des conditions difficiles. Actuellement, l'ONU veut mettre en place un pont aérien humanitaire médical au Yémen pour évacuer les malades et les blessés. L'ONU a vacciné plus de 300 000 habitants contre le choléra en 2018. Malgré l'échec des négociations de paix de Genève au début de l'année de septembre 2018, l'ONU continue à chercher une solution négociée au conflit qui oppose la coalition militaire arabe menée par l'Arabie saoudite aux rebelles houthis. En Érythrée, où depuis l'indépendance en 1993, le pays vit sous la brutale dictature d'Issaïas Afewerki, la commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en Érythrée a dénoncé des crimes contre l'humanité à grande échelle dans ce pays depuis cette date. Et en septembre 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a salué la signature historique d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mettant fin à un conflit qui durait depuis des décennies. Enfin, dans le domaine de l'environnement, on peut se féliciter du succès du protocole de Montréal, mis en place par l'ONU en 1987 et qui, imposant la fin des chlorofluorocarbones, les gaz CFC, a permis de reconstituer la couche d'ozone. En janvier 2019, va entrer en vigueur le protocole de Kigali, mis en place également par l'ONU, qui concerne l'interdiction des hydrofluorocarbones, les HFC, puissants gaz qui contribuent au réchauffement climatique. 46 États ont déjà ratifié l'amendement de Kigali.
Plus généralement, l'ONU a fait adopter nombre de conventions progressistes, comme la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989 ou la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles en 1990. Le problème est que souvent, des États ne ratifient pas ces textes, comme c'est le cas des États-Unis, qui n'ont pas ratifié ces deux conventions. L'ONU agit aussi beaucoup pour le maintien de la paix. Elle a agi dans 71 opérations de maintien de la paix depuis la création des casques bleus en 1948. Aujourd'hui, il y a 14 opérations de maintien de la paix en cours, dont 7 en Afrique et 4 au Moyen-Orient. 90 000 casques bleus sont à l'œuvre. Ils aident au maintien de la paix, peacekeeping, mais aussi à la construction et à la consolidation de la paix sur le long terme, ce qu'on appelle le peace building, la consolidation de la paix. Par exemple au Mali, en République centrafricaine, au Darfour ou au Liban. C'est aussi dans le domaine de l'aide au développement que l'ONU agit dans le monde entier avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, créé en 1965. Dans cet esprit, à l'opposé de l'idée de s'associer avec les multinationales, plusieurs pays comme la France, l'Équateur et l'Afrique du Sud ont poussé en ce moment l'ONU à mettre en place une convention pour contrôler, voire sanctionner les multinationales qui ne respectent pas les droits de leurs salariés. Cette convention est en cours de discussion. Surtout, l'ONU a, depuis sa création, lancé beaucoup d'idées, de concepts clés, comme celui de développement durable, popularisé suite au rapport Brundtland en 1987, celui de non-prolifération, lancé avec le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, celui de patrimoine mondial, lancé par l'UNESCO, avec sa liste du patrimoine mondial créée en 1972, ou celui de responsabilité de protéger, forgé par l'ONU en 2001, qui universalise la notion française de droit d'ingérence. L'ONU, rappelons-le, est la plus démocratique des organisations internationales car elle est universelle, elle rassemble quasiment tous les États du monde, 193 États membres, et à son assemblée générale, chaque État, riche ou pauvre, y est doté d'une voix, contrairement au FMI par exemple, où plus un État est riche, plus il a de voix. Et puis rappelons que l'ONU est fondée sur les valeurs progressistes de paix, de démocratie, de droits de l'homme et de progrès social. Certes, l'ONU est imparfaite, elle manque souvent de force contraignante pour rendre effectives ses résolutions. Et le mécanisme du veto, qui privilégie les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, est une grave entorse au caractère démocratique de l'ONU. Aujourd'hui, des idées sont émises pour rendre le Conseil de sécurité plus ouvert et plus démocratique. Au total, il faut soutenir l'ONU qui mène une action importante, il faut œuvrer à la renforcer, à lui donner plus de pouvoir pour que dans le monde actuel, en proie aux crises et aux violences multiples, l'ONU puisse mener son action de paix et de démocratie dans l'esprit du multilatéralisme qui a présidé à sa création. Pour approfondir sur ces sujets, vous pouvez vous référer à mes ouvrages « Histoire de l'UNESCO, les 30 premières années » parus aux éditions L'Harmattan en 2010, « Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions » paru aux éditions L'Harmattan en 2015 et « Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants » paru aux éditions du Croquant en 2017.